Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode du Draft and Pick podcast. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux bases avec une nouvelle draft après avoir passé un peu de temps dans des tier lists et des tops en tout genre. Donc le retour d'une draft et tout comme la draft de l'Eurobasket, on va quitter la NBA et on va se rapprocher d'une ligue qu'Oscar et moi prenons un peu de plaisir à suivre de loin. C'est pour ça qu'on s'est entouré de deux acolytes qui connaissent mieux cette ligue que nous. Mais avant de rentrer un petit peu dans les détails, un petit retour sur la dernière draft et pour féliciter Luca qui l'a gagné assez largement en vue des votes. Je crois que c'était quelque chose comme du 45, 45-25 sur les deux premières places avec Corentin et puis après bah voilà. Oscar et moi on était derrière, mais on ne s'avoue pas vaincu. On ne s'avoue pas vaincu même si on n'est pas les experts de cette vidéo. On ne croit en nos meilleures chances pour cette draft NBA, WNBA, pardon. Et pour ce qui est des invités, j'ai commencé par Greg. Comment ça va, Greg? Bah écoute, ça va très bien, j'espère que vous m'entendez bien, je crois que c'est bon. Ça va très bien, on vient d'avoir au moment où on enregistre, on vient d'avoir le trophée du Depoy de WNBA qui vient d'être remis. Je laisse évidemment le suspense parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce podcast sortira. Il sortira forcément après, mais je pense que ce n'est pas le moment de commenter ça. Mais en tout cas, on est content et surpris en même temps. Voire, j'allais dire autre chose, mais je connais les fans des Aces. Et justement, je pense que c'est un bon moyen de faire le lien avec le deuxième invité qui a eu une réaction un petit peu désemparée, désabusée, on va dire. C'est Matt. Comment ça va, Matt? Bah, ça va très bien, merci de l'invitation en tout cas. Je sais pas si je suis encore un expert WNBA, mais en tout cas, c'est une ligue que j'ai commencé à suivre la saison dernière et cette année. Bah, en tout cas, ça fait plaisir d'être invité sur un format comme ça, parce que chez Dunk Hebdo, j'avais beaucoup aimé ce format-là et c'est cool de le faire à travers une autre ligue. Et justement, tu parles du Dunk Hebdo, Matt, et nos deux invités, vous les connaissez sûrement sous d'autres noms. On a Matt qui est Ilmatic sur les réseaux et puis qui est aussi en podcast chez Dunk Hebdo et le podcast 76 sur l'actualité des Sixers. Et puis Greg qui tient son podcast W sur l'actu de la WNBA et puis qui passe un peu leur temps à faire des crossovers en vidéo ces derniers temps. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis il nous manque un dernier membre, le co-host de ce podcast, c'est Oscar que j'ai envie d'appeler l'éternel dernier, puisqu'il a fini dernier des 3 premières drafts. Comment ça va, Oscar? Eh ben écoute, en pleine forme, prêt à défendre mon titre. Non, sans rire, ça fait plaisir de continuer les drafts un petit peu exotiques. On s'éloigne de notre zone de confort pour en plus avoir des invités de grande classe. Donc franchement, très très content de la faire celle-ci. C'était une de celles qui nous motivait le plus avant le début de la saison. Et puis avec le début des playoffs, là, le timing est tout trouvé, donc très content et on espère cette fois-ci ne pas finir dernier, même si je pense que, comme d'habitude, je vais patauger. Bon, du coup, Matt, Greg, on a fait ce qu'on a pu sur l'intro pour vous mettre l'étiquette de favori et vous mettre un peu la pression pour vous pousser à faire des choix un petit peu étranges. Euh, ça, comment vous le sentez, cette draft, ça vous va? Non, ça va, je pense. C'est moins contraignant quand même que la NBA. J'avais plus de pression pour la NBA parce que bah, il y avait le salary cap, comme on a dit, on le maîtrise moins en WNBA, donc ça va. Je pense que les contraintes sont un peu moins élevées, donc je pense que ça devrait le faire. Et justement, en parlant de... Moi, je n'ai aucune pression. Je n'ai aucune pression. Ni pour la NBA, ni pour la WNBA. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser et je pense que ça va nous permettre de parler de différents chapeaux de joueuses. Ouais. Ce qui est toujours intéressant quand on s'intéresse de près ou de loin à une ligue, ou quand on veut initier des gens à une ligue, comme c'est un peu tous notre cas autour de cette table ce soir. Et du coup, là, avec les règles que vous nous avez filées, les gars, c'est vrai qu'on a plusieurs chapeaux à visiter.
Donc c'est bien, on va pouvoir parler un peu de cette ligue en long et en large. Oscar, je crois que la transition est toute faite pour que tu nous expliques les règles, les contraintes qu'on a mises pour cette draft WNBA. Ouais, bah écoute, je le fais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est utile de le rappeler, mais l'objectif du concept Draft and Pick, c'est évidemment de constituer un 5 avec un sixième homme. L'objectif, c'est de constituer le meilleur 5. J'ai eu quelques questions de la part de nos invités, je vais y répondre aussi pour ceux qui nous écoutent. On est donc sur un 5 qui devra se constituer d'un joueur par équipe dans nos équipes respectives. C'est-à-dire que si je décide de choisir un joueur du Dream, je ne peux pas reprendre un joueur du Dream, mais cela ne veut pas pour autant dire que Greg, Matt ou Enzo ne peuvent pas choisir un joueur d'Atlanta. Voilà, les joueurs Une et joueuse, joueuses. hein. Oublie pas que c'est des joueuses en Mes WNBA. excuses, c'est encore un vieux réflexe. T'inquiète, Encore un très t'inquiète, vieux ouais, réflexe. t'inquiète. Mais je l'ai fait dans un épisode précédent de mon podcast aussi. J'ai appelé les. Ben, en plus, c'était pour le Dream. J'ai utilisé le mot joueur. T'inquiète, ça c'est normal. Ça. Le but est donc voilà, de constituer le meilleur 5 avec cette petite contrainte qui ne peut pas s'appliquer vraiment à une joueuse par équipe, puisque je crois qu'il y a 13 équipes en WNBA, mais plus très prochainement, parce que je crois qu'il y a des expansions qui vont arriver, notamment Ouais. en provenance du Canada. Autre contrainte, parce que évidemment, on a vu la recrudescence de la francophonie et des Françaises en WNBA, au moins une Française par équipe. Je pense qu'il y a assez de matière à faire. Et pour aussi essayer de représenter tout le monde dans la compétitivité plus ou moins forte de cette ligue, on s'est donné aussi la contrainte de au moins 2 joueuses qui ne participent pas aux playoffs avec leurs équipes. Je vais laisser la main à nos invités. Grégoire ou Matt, est-ce que vous voulez bien nous rappeler qui sont les équipes qui ne participent pas aux playoffs de WNBA? Je les ai... Ouais, non, vas-y, Matt, Non, je t'en parce qu'en prie. plus, je les ai sous les yeux, j'étais en train de regarder ça, donc ça tombe bien. Donc on a les Sparks, Los Angeles Sparks, les Washington Mystics, Connecticut Sun, Chicago Sky et Dallas Wings. Et ben voilà, donc parmi ces équipes-là devront être choisies 2 joueuses pour constituer nos 5. Et évidemment, après, pour le reste, libre à tous de choisir parmi les équipes plus ou moins compétitives qui participent aux playoffs. Je crois que Enzo, on est bon sur les critères. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, t'as dit joueuse française, il me semble qu'on a précisé joueuse francophone pour pouvoir aussi intégrer les joueuses belges et surtout avoir plus de flexibilité sur le choix des françaises étant donné qu'on en a un certain nombre, mais on n'a pas non plus, un vivier interminable. Et si un poste est déjà pris, ça semble un petit peu compliqué de forcément trouver le fit avec les françaises. Du coup, on intègre aussi les Belges dans cette histoire de critères de francophonie. Sinon, à part ça, est-ce que c'est bon pour vous, les gars, pour les critères? Ouais, Ouais, nickel, parfait. nickel. C'est top. Bon, et je vais pouvoir commencer ma petite sélection de choix d'ordre de choix pour cette draft. Donc, je précise que c'est une draft en snake, c'est-à-dire que le choix, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4, le 4, le 3, le 2 et le 1. C'est le même format que ce qu'on a fait pour la draft de l'Eurobasket récemment. Et pour ça, pour vous départager, j'ai une petite question à vous poser. Et le plus proche de la réponse pourra choisir en premier. Le deuxième le plus proche choisira en deuxième. Je choisirai en 3, quoi qu'il advienne. Et celui qui sera le plus loin de la réponse choisira en dernier. Je vais donc pouvoir poser ma question. Question qui est, en cumulé cette saison, quel est le nombre de points qu'ont scoré Nafisa Collier, AJ Wilson et Kathleen Clark? On parle que de la saison régulière et bien des points bruts, donc tous les points marqués de la saison régulière par ces 3 filles. Je suis à l'écoute de vos propositions. Pardon. C'est au total ou par match? C'est au total. Ok. Au C'est une total. question un peu En farfelue volume. exprès pour pouvoir brouiller un peu les Ouais. pistes. J'aime bien celle-là. Euh,
Donc là, en fait, il faut qu'on ouais, parce que si on arrondit au millier, vu qu'on est 3, ça va pas fonctionner, C'est je ça. pense. Il faut qu'on soit plus précis que ça, quoi. Normalement, il doit y avoir des Bon, ça la machine à calculette, doit être de mise, dans vos têtes. J'essaie de moi, je vais dire 9 563. OK, je note 9 563. Il y a 3 joueuses, hein, c'est ça? AJ Wilson, Collier. Nafisa Collier et Kathleen Clark. Tu m'as dit combien, Greg? 9 563. C'est OK. énorme ça. Ouais, c'est énorme, ouais. Je vais dire 2000. Attends, mais ouais, mais je suis fou, en fait, moi. Moi, je vais dire, OK. Attends, qu'est-ce que je fais? Oscar? je vais Non, mais je lancer suis un un zinzin. 2450. Pourquoi j'ai 9000, ça me paraît OK, un peu très bien. beaucoup, parce que je pense que... 9 Je sais pas si elle a 9000 points en carrière, hein. Bon, je vais piquer en un, les frères. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas Pourquoi besoin j'ai dit d'expliquer. Du 9000? coup, Greg a été autonome et a compris Ah, qui mais qui c'était draftera ouais, mais en OK, 4. non, mais c'était sur une saison. Mais 4, moi, ça me va très bien, y a pas de problème. Tant qu'on est 4, c'est bon. 4, c'est compliqué quand tu es 7. OK, non, mais sinon, j'aurais dit 3000 et quelques. Donc, dans tous les cas, j'aurais été au-dessus de vous, quoi. Ouais, la question était un peu 9 farfelue. 000. Je voulais rebattre les cartes et permettre à Oscar de pouvoir avoir ses chances correctement. Et du coup, Greg piquera en 4, je piquerai en 3. Le 2, ce sera Oscar et le premier, ce sera Matt, puisque Matt a vraiment fait un bon choix. Il a dit 2000 et le chiffre exact était 1906. Donc, il était vraiment très proche du chiffre réel. Et du coup, c'est Matt qui est puni pour qui doit choisir en Putain, premier. comme Dunk Hebdo, c'était pareil. Parce que là aussi, il faut trouver que choisir en premier, c'est Non, pas forcément le bon je choix. pense pas. Non, je pense. Bah, à 4, c'est mieux. À Non, 4, ça va, puis quoi. non, mais en plus, il n'y a pas de contrainte de salary cap. Là où Ouais, c'est chez ça, Dunk ouais. Hebdo, ça te pénalisait quand même beaucoup d'avoir un salary cap et de pique en premier, en fait. Et puis, je pense qu'en WNBA, tu as peut-être moins de choix. Ouais, je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'en 1, t'es pas désavantagé, non. Bon, bah du coup, Matt, quand tu veux, qui est-ce que tu choisis en numéro 1 dans cette draft de WNBA? Bah, en fait, je pense que le choix est assez simple parce que, en fait, il y a autant, comme je disais en NBA, moi en NBA j'avais pris Jokic, mais le problème de Jokic c'est que je pense que c'est le meilleur joueur de la NBA, mais il a un énorme salaire. Là, en WNBA, on a choisi de pas avoir de contrainte de salaire, donc en fait, je trouve que plus tu prends la meilleure joueuse, en fait, t'as 0 contrainte. Ouais, c'est Donc, ça. bah, je vais prendre Nafisa Collier parce que pour moi, c'est la meilleure joueuse et vu qu'il n'y a pas de contrainte. Et en plus, quand tu la prends, je pense que tu enlèves plein de monde. Kayla McBride, Alana Smith, je pense qu'il y a plein de gens d'entre vous qui auraient voulu les prendre. Donc, tu supprimes tous ces choix-là. Donc, moi, je vais prendre. Ah, tu les supprimes que pour toi, Ah hein? oui, c'est vrai, Oui. remarque. Oui, c'est vrai. Tu Mais les bon, supprimes que pour toi. c'est vrai. Putain, j'avais oublié cette règle-là. Mais oui, clairement, si Mais cette règle avait existé ici, vu que tu vois, normalement, elle est censée avoir un salaire max, bah, on n'a pas cette contrainte-là. Donc, ouais. je prends Nafisa Collier, du coup. Parfait, ouais, ça me semble logique. Et ouais, c'est tout l'intérêt justement de pouvoir faire une draft sans le salary cap. Déjà qu'il y aurait nécessité qu'on se penche en détail sur un nouveau CBA, etc. Enfin, c'est pas vraiment CBA le terme, mais voilà. Donc ça aurait demandé un travail un peu plus conséquent. Puis là, comme ça, je trouve qu'il y a plus de fantaisie et de liberté dans les choix. Donc ça marche. Nafisa Collier en 1 pour Matt, ça me semble logique. Je pense que c'est un peu le choix qu'on s'attendait tous et qu'on aurait un peu tous fait en numéro 1, à moins que Greg aurait peut-être choisi Jane Melbourne, on ne sait pas. J'aurais pris quelqu'un d'autre, mais c'est un excellent choix. C'est pas étonnant. J'aurais pris quelqu'un d'autre parce qu'il faut toujours que je fasse le le mec chelou. Mais sinon, non, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais attendez, il faut encore que je pique, hein. Oscar, c'est à toi. Je te laisse choisir pour ton premier choix et le choix numéro 2 de cette draft de WNBA. Et bah, je vais me diriger vers la jeunesse. Je pense que je vais prendre notre ami Rookie of the Year. Je vais prendre Paige Buckers. Voilà, pour ma Ah, main, je vais la prendre. Ah! Comme d'habitude, j'aime bien
faire un petit peu contre ce qui est, attendu et vu que j'ai une construction d'équipe qui me plaît, comme je le souhaite, autour d'elle, je vais la prendre pour, vraiment construire un 5 autour et maximiser les qualités que j'ai pu voir cette saison. OK. Hem, C'est à toi, Enzo, du coup. ouais, mais ça ne m'arrange pas du tout parce que, du coup, C'était ton pic. je savais déjà au préalable que j'allais être le choix numéro 3, donc j'ai pu un petit peu, anticiper et voilà, me faire, des effectifs, un peu idéaux, en imaginant du coup qu'en 3 j'allais, ne pas pouvoir prendre AJ Wilson ni, Nafisa Collier. Mais du coup, j'en ai une des 2 qui est disponible et sauf que j'ai pas le temps, de pouvoir, restructurer un peu ces effectifs idéaux-là. Hem, ouais, donc je pense que je vais pas la prendre non plus. Je vais continuer sur, elle va glisser très fort, elle va glisser très, très fort là. Mais j'ai pas la capacité d'improvisation. Quand j'essaie d'improviser dans ces drafts, généralement je fais n'importe quoi. Je draft Andrew Nembhard 2025 au lieu de Marcus Smart et Mikal Bridges. Enfin bref. Et non, du coup, je vais aller sur le choix qui était le mien avant cette draft. Je continue là-dessus et je vais prendre Caitlin Clark. Euh, au-delà de, au-delà des blessures, etc. Parce que voilà, on n'est pas dans la réalité pure. Je vais prendre la joueuse Clark en santé, évidemment. C'est vraiment mon choix chouchou là, qui parle avant la réalité du parquet, on va dire. Parce que j'aime vraiment cette joueuse et ça a vraiment été mon point d'ancrage premier quand j'ai commencé à suivre la NBA. Donc voilà, j'ai entendu les rires de Greg qui s'attendait vraiment pas sans doute à ça et à Bah, avoir autant de choix. non, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi je ris. Vous allez très vite comprendre pourquoi je ris. Matt, je pense, dans sa tête, quand je vais expliquer pourquoi je ris, il va rigoler Je avec pense moi. qu'il va C'est pas que, en prendre. fait, cette semaine, je me suis fait embrouiller par des fans des Aces parce que je parlais pas bien de Adja Wilson. Et aujourd'hui, moi, j'avais prévu de prendre Nafisa Collier, enfin, j'avais prévu de prendre dans cet ordre-là Paige Bakers, Nafisa Collier, Caitlin Clark. Et du coup, je Incroyable. me retrouve à prendre Adja Wilson. Et en fait, finalement, c'est pas la bonne semaine pour moi, quoi. Donc, je suis finalement contraint de prendre Adja Wilson. Évidemment, c'est une joueuse fantastique, hein, et c'est nul besoin de le préciser. Elle est Cody Poy cette saison, donc avec Alana Smith. On en parlait en début d'épisode, on n'avait pas dévoilé les noms, mais Adja Wilson et Cody Poy cette saison. Je trouve que c'est un trophée qu'elle va un peu chercher au reach. Alors, c'est pas elle qui va le chercher, hein. En vrai, c'est la WNBA qui lui donne. Et je pense que la WNBA est un peu trop gentille parce que c'est pas une défenseuse vraiment élite qui est dans le même chapeau que d'autres joueuses à l'intérieur qui sont vraiment des défenseuses élites. Par contre, c'est une très très bonne, voire une excellente défenseuse. Surtout, c'est une attaquante implacable avec un vrai mid-range, une vraie agressivité au cercle, capable d'être assez forte sur les dribble and-off, etc. et d'avoir un petit peu de vision au passing. Voilà, c'est sans doute la meilleure attaquante de la ligue. Elle est dans la discussion pour être une des plus grandes joueuses de l'histoire sans aucun problème. Donc je la prends sans sourciller, ouais, sans bégayer. Ouais. Du coup, c'est à moi d'enchaîner là. J'enchaîne ou on fait le point sur le premier tour? Je vais rappeler les choix du premier tour. Donc on a Matt qui nous a pris Nafisa Collier, Oscar qui a un peu surpris son monde, mais pas forcément vu qu'on sait le goût pour Oscar d'aller chercher des joueuses un peu inattendues à des choix très hauts. Donc il a pris Paige Buckers. J'ai pris Caitlin Clark en 3 et Greg a pris AJ Wilson en 4. Et du coup, Greg, je te laisse continuer. En fait, là, du coup, j'ai une grosse attaquante dans la raquette, capable de jouer poste 4 ou poste 5. Moi, je vais la positionner, je pense, au poste 5 et je vais prendre Alyssa Thomas à côté d'elle, qui pour le coup va imprimer un gros rythme défensif à côté d'Edja Wilson. Alors, c'est un petit peu faible en défense à l'intérieur, je trouve. Dès qu'il va y avoir des pivots vraiment dominantes, ça va être un peu compliqué parce qu'Edja Wilson est plutôt bonne en aide et Alyssa Thomas est un peu petite pour défendre vraiment le poste 5. Mais par contre, de l'autre côté du terrain, ça va être très compliqué à jouer parce que je pense qu'il y a moyen de combiner entre ces deux joueuses-là en faisant des pick and roll assez hauts et lancer Edja Wilson. Et puis même avec Alyssa Thomas aussi, de l'autre côté sur les drives, etc. Je pense que ça peut vraiment le faire. Il va juste falloir les entourer ensuite de shooteuses. Et voilà, donc Alyssa Thomas pour moi en choix numéro 2 à côté de Aja Wilson dans la raquette. J'aime beaucoup le choix. Je trouve que le fit est bien cohérent. Oscar, Matt, est-ce que vous trouvez ça sympa pour l'instant le début de Greg? Ouais, je trouve ça pas mal, ouais.
Ouais, bah, tu as une créatrice de décalage avec, Alyssa Thomas et puis, A'ja Wilson qui peut un peu protéger le cercle, puis aussi créer. Après, par contre, je pense que Greg va avoir des vrais choix après à faire. Là, oui, il va falloir peut-être prendre un peu de. Oh oui, Peut-être que c'est le clair, ouais. talent sera peut-être sacrifié aux dépens du spacing et de la complémentarité entre ce qui va suivre, mais pour l'instant, il y a de la barbaque dans la raquette. Je pense que là, on va avoir du mal à passer. En attaque, en tout cas, ouais, je pense que c'est bon. Mais oui, clairement, en plus, comme je vais maintenant pique dans à peu près 7 choix, si je me trompe pas, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de valeurs basket qui vont partir avec vos pics. Donc, je vais me retrouver avec ce qui. Enfin, ça va être rigolo, quoi. Ça va être rigolo. Et ben, je peux enchaîner. Je vais sécuriser, pareil, une joueuse que j'aime beaucoup et qui a fait partie aussi de ma porte d'entrée, sur laquelle je me suis rapidement attaché quand j'ai commencé à suivre cette ligue au début du mois de mai. C'est Jonquel Jones du Liberty. J'ai une volonté de faire le plus possible un five out avec 5 shooteuses. Je pense que je pars bien. C'est une joueuse aussi avec un passing que j'ai trouvé très intéressant. Euh, donc ça peut rappeler un petit peu ce qu'avait Caitlin Clark avec Alaya Boston dans la réalité, Mm. avec une intérieure capable aussi d'être excellente au passing. Donc non, j'aime beaucoup le fit. Je saurais pas trop dire vraiment si c'est une bonne défenseuse ou pas. Je vais laisser Si, si, ouais. Greg et Matt me le dire. Mais Oui, oui, bah, en fait, tu as l'avantage c'est une bonne protectrice de cercle et en fait, elle a l'avantage aussi de shooter à 3 points, en fait. Et c'est pas juste du shoot, on va dire, occasionnel. C'est vraiment, Gadget. elle a un vrai pourcentage à 3 points. Je trouve, c'est pas, on a affaire à une vraie pivot shooteuse et qui a vraiment une grosse envergure, qui est aussi capable de faire du post-up. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une joueuse sous-estimée hein, en WNBA parce que elle t'apporte plein de choses en fait, que ce soit en attaque ou en défense. D'ailleurs, même je trouve que New York des fois peut-être s'appuie pas assez sur elle, mais ça peut être une partenaire de pick and pop, de pick and roll. Enfin, elle est assez polyvalente en fait pour vraiment ne pas avoir vraiment trop de compromis, je trouve. ouais, pour le shoot à 3 points, on est à presque 43% sur 4 Ouais. tentatives cette saison. Donc c'est vraiment excellent. Et donc c'est déjà la meilleure partenaire de pick and roll, enfin de pick and pop, pardon, de la carrière de Clark. Oscar, je me sens que c'est à toi. Je te laisse pour ton choix numéro 2. Et bah, je pense que je vais rester sur mes idées, sur mes principes de jeu, puisque je vais prendre une francophone pour compléter mon bac court. Je pense qu'en termes de complémentarité avec ce que j'ai mis avec Page, je pense que c'est pas mal, surtout sur le plan de capacité à jouer off-ball, défense sur le premier attaquant, enfin sur la première attaquante. Je pense que c'est pertinent. Je vais sécuriser ma francophone et je vais faire mon bac courte avec Leila Lacan. Voilà, je vais je vais la prendre et la mettre en 2. Incroyable. Leila Lacan, donc, qui est sélectionnée en 8e choix d'une draft WNBA. C'est bravo. Moi, je kiffe, hein, c'est un choix que je kiffe, mais franchement, c'est Je beau. sais que c'est très très haut et le fait d'avoir réussi, enfin d'avoir suivi la WNBA depuis très récemment je pense ça biaise un petit peu ma vision sur certaines joueuses Oh, non, que j'ai mais vraiment l'impression de voir peut-être plus fortes qu'elles ne le sont vraiment. Mais la défense de Leila Lacan m'a séduite au plus haut point. Et vu que bah, Enzo et moi, on est très très fans de défense et de ce genre de profil, moi, je j'hésite pas. Et même si avec ça, je sacrifie un petit peu des chances de victoire et des chances de ne pas finir dernier, je reste fidèle à mes principes et je me rattraperai pour d'autres concepts. j'aurais pu faire ce choix aussi, hein, t'inquiète. Ouais, je l'aurais pas pris Voilà. si haut, mais je te rejoins. Il y a Ouais. vraiment quelques flashs à la passe que j'ai vu de Mm. Leila Lacan que je trouve vraiment impressionnant.
Ah ouais, le playmaking défensif, hein, c'est quand même élite de chez élite, hein. Bah, en fait, moi, elle était aussi dans mes retenues, on va dire, parce que bah, il y a la contrainte d'avoir une Française et je pense que c'est une des meilleures pour le coup. Et c'est vrai que je pense qu'il y a ce potentiel de créatrice quand même. Moi, j'aime bien bah, déjà, déjà c'est sûr, le plancher qu'elle a, c'est la défense, le playmaking Ouais. défensif, la navigation d'écran, etc. Mais moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est le drive et le playmaking. Le shoot, c'est un peu la question. On sait pas trop encore pour le moment. Le pull-up à 3 points est pas trop là. Le catch and shoot, on sait pas trop encore. Mais en tout cas, tout ce qui est drive et même franchement, le playmaking, moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Il y a un peu de manipulation de défense, je trouve. Et franchement, c'est un profil qui mérite d'être suivi parce que je pense qu'il y a un petit potentiel quand même à aller gratter chez elle. Ouais. Bah, Ouais, je je la pense trouve aussi, ouais. très, enfin, quand j'ai eu l'occasion de la voir jouer, je l'ai trouvée, très cérébrale dans ses Ouais. choix et dans ses défenses. C'est ce genre de joueuse où il y a une base, qui est très complète sur plein d'aspects, très intelligente, vraiment très cérébrale, et ça m'a tapé dans l'œil parce que j'ai pas l'impression d'avoir, surtout peut-être, je suis d'accord avec toi Matt sur le plan offensif où il y a peut-être certaines questions, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est hyper, consciente. Elle sait ce qu'elle sait faire. En défense, je pense que ça va être très compliqué de l'arrêter, sa progression ou même sa plafonisation qui, je pense, peut être très, très haute. Mais en même temps, je me dis offensivement, quelqu'un qui est aussi intelligente, je pense que ça peut finir très, très vite. Ça peut être très, très fort, très, très vite, quoi. Ouais, bah, Ben, au moins, ce qu'il y a, c'est qu'elle fait pas de mauvais choix, quoi, ou peu. C'est ça, du coup, t'as moins d'outils dans le bac, si tu veux, t'as pas le shoot, et cetera, comme disait Matt, mais au moins les choix qu'elle fait en attaque sont souvent des choix propres. Il y a un peu de turnover et tout, mais c'est quand même relativement propre et au moins tu es sûr d'avoir quelqu'un, puisque c'est une ball handler, c'est une porteuse de balle, tu es sûr d'avoir une porteuse de balle qui fait pas n'importe quoi et en WNBA, on peut en citer quelques-unes, quand elles ont la balle, c'est un petit peu plus, disons, feu follet ou un peu moins mesuré, un peu moins conscient justement des forces et des faiblesses qu'on a. Leïla Lacan, effectivement, quand tu dis qu'elle a conscience de ce qu'elle peut faire, je te rejoins totalement là-dessus. Elle te donne l'impression d'avoir une vraie sérénité vis-à-vis de ses compétences et elle sait exactement ce qu'elle doit faire et ce qu'elle peut faire et comment elle doit le faire. Donc à cet âge-là dans la ligue, parce que c'est une joueuse quand même qui n'a pas 19 ans, hein, c'est une joueuse qui a presque 24, je crois, donc qui est en fin de formation. On arrive bientôt au projet fini. Il y a des petites choses à développer, comme Matt le disait, mais je pense que vraiment c'est une joueuse intéressante. Là, tu la sélectionnes en 8e choix de cette draft. Je pense qu'elle aurait dû. Enfin, là, tu te fais un vrai plaisir, et moi, je peux le comprendre. C'est pas moi qui vais le juger, ce plaisir-là. Mais je pense qu'elle pouvait partir sereinement entre la 10e et la 14e place, parce que c'est tellement une défenseuse de talent et elle est tellement précieuse dans un collectif que oui, oui, il y a zéro problème. Entre 10 et 14, je pense que ça, tu vois, au tour suivant, par exemple, ça aurait fait sens, quoi. elle a que 21 ans en fait, hein, je suis en train de voir. Ouais. 21? Ah ouais, je pensais qu'elle Non, elle était est un petit jeune peu quand même. plus âgée que ça, Après, ouais. c'est vrai que j'ai pas les. En NBA, on a l'habitude parce que les joueurs arrivent jeunes avec. Ils ont 1 ou 2 ans de formation. Chez les féminines, c'est différent. Il y a des gens en NCAA, elles arrivent au bout de 4 ans. Alors, Leïla Lacan, je crois pas qu'elle ait fait de NCAA, hein. Elle était Non, en non, France, non, hein, effectivement. il me semble. Ouais. Mais c'est pas du tout pareil. Enfin, en fait, elle a joué à un niveau professionnel. Elle a pas joué à un niveau universitaire, mais non, mais c'est déjà en plus toi tu as une créatrice, enfin tu as Paige Bakers à côté, donc déjà ça peut être sympa. Parce que au pire si tu te dis ça peut pas être ta créatrice principale, au moins elle aura le playmaking secondaire et jouer autour de Paige Bakers, en tout cas ça peut être sympa. En tout cas tu as un premier rideau défensif qui est plutôt cool. Ouais. Ouais, c'était vraiment ça l'idée de base, c'est que, bah, comme vous dites assez bien aussi, c'est que elle a un peu de portée de balle, mais le but, c'est pas non plus de la charger. Donc je me suis dit que peut-être en ball handleuse, secondaire, capable aussi de soulager un peu, Paige, ça pouvait être, intéressant. Maintenant après, c'est sûr que peut-être que je me sacrifie un petit peu, certaines joueuses que j'aurais pu prendre pour, augmenter le le quota, talent et le quota, peut-être compétitivité, mais je pense que c'est le prix à payer pour se faire plaisir dans ce genre d'épisode. Donc, donc voilà.
Matt, je te laisse Ouais. enchaîner avec ton deuxième choix. Du coup, j'ai 2 pics, hein, c'est ça, hein? C'est ça. OK. Bah, je crois que je vais me faire plaisir, hein. Du coup, hein. Je vais prendre Cameron Brink. Ah là 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 Ah, là! je suis obligé, je suis obligé. Tu fais une défense Bah, ouais, Nafissa Collier, Cameron Brink. parce que bah, Ah ouais, là parce là là que, là. bah, là, ça fait une top défense avec en plus du spacing. Twitter, unfollow. Donc, ouais, non, mais là, c'est l'avantage pour le coup de piquer 2 fois. Ouais. Parce que du coup, bah, Nafissa Collé, ce que je disais, c'est elle est bien dans ce rôle de défenseuse, mais c'est pas non plus une protectrice de cercle. Donc lui mettre une autre à Minnesota, elle jouait avec Alana Smith, qui est pas non plus une pivot traditionnelle, mais qui est quand même dans la protection de cercle. Bon là, tu lui ajoutes je pense que c'est essentiel d'ajouter une autre protectrice de cercle, donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Mmh. Maintenant, ce qui va me manquer, c'est forcément une créatrice. Je pense que la meilleure qui reste, c'est Ionescu, donc Ah je vais ouais, prendre Sabrina tiens. Ionescu. Là, je suis surpris. Mais j'adore. Mais je suis surpris. Bah, le problème, c'est qu'il y en a une que j'aurais bien aimé prendre, mais je peux plus la prendre, du coup. Et ouais. T'aurais pensé à Kelsey Plum avant, Greg, c'est Ouais, ça? ouais. Ouais, c'est ça, mais Bah, comme il a ouais. pris Brink, c'est vrai que j'avais oublié ça, quoi. Mais ouais, très relou d'avoir pris Brink. En même temps, je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'elle parte assez rapidement. Mais ouais, j'aurais trop aimé Bah, l'avoir moi, je aussi. vous avoue que j'ai hésité avec Alyssa Thomas, hein. Quand je prends Alyssa Thomas, elle est en ballottage avec Cameron Brink et je me dis: «Bon, Cameron Brink, elle peut pas partir si tôt, quoi». Mais voilà, c'est toujours les poteaux qui vous mettent des coups de couteau dans le dos. Et offensivement, vous en pensez quoi de Cameron Brink? Elle se situe dans quel rôle une fois qu'elle aura retrouvé toute sa santé et qu'elle aura un temps de jeu assez respectable? Elle est pas si négative, hein, offensivement. Elle est, dans les métriques, si tu regardes, bon, déjà, elle est plutôt présente au rebond offensif, donc elle offre des possessions de plus à son équipe et surtout, elle empêche, elle participe au fait que les Sparks ne se fassent pas ouvrir en défense, de l'autre côté du terrain puisque, ben, plus tu gagnes de possession, moins tu es en défense. Mais non, mais après, elle est dans la moyenne, voire au-dessus de la moyenne sur toutes les métriques offensives, donc c'est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'elle est pas négative. Et puis je pense que ça va se développer. Près du panier, il y a pas trop de problème, hein. Ouais, bah, moi, j'ai suivi vraiment que depuis cette année, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a quand même un potentiel un peu de passing et de shoot. Mmh. Donc, c'est un peu le truc qui fait rêver. Après, qu'est-ce qui va vraiment se concrétiser? J'en sais rien. Mais le fait que je la prenne, c'est surtout la défense, en fait. Parce que même si en soi, on va dire le niveau offensif est pas trop là et qu'elle est, juste «moyenne» entre guillemets, qu'il y a pas de fuite, en tout cas de valeur, offensivement, bah, le profil est tellement génial défensivement que finalement tu t'en «fous un peu» entre guillemets, que finalement, même si elle a pas une valeur hyper positive en attaque, la valeur est tellement là, défensivement qu'au final, bah, tu vis avec, quoi. C'est une valeur qui est C'est inédite en ça, ouais. défense, hein. Il y a aucune autre joueuse, y compris dans les deep oil là, qui met ce qu'elle met en défense, quoi. Le defensive rating des enfin oui si, le defensive rating quand elle est sur le terrain, je vous garantis que c'est pas rigolo pour l'équipe d'en face, quoi, ouais. Il y a aucune autre joueuse en WNBA qui imprime ça, donc c'est une valeur qui est, incommensurable et derrière tu rajoutes Sabrina Ionescu, donc C'est playmaking plus ça, ouais. shoot. Ouais, c'est costaud là, les 3 là. Après le truc de Cameron Brink, on n'a pas moi j'ai pas la connaissance de l'université, mais c'était quand même une prospect qui était attendue. Là où en WNBA, je pense on reste encore sur notre faim, dans le sens où sa première année, bah, elle a pas joué grand-chose, hein, au final, hein. Elle a joué quelques matchs, elle s'est fait Ouais. ligament croisé. Là, elle est revenue en fin de saison. Moi, c'est vrai que j'ai suivi beaucoup en début de saison. Après, il y a eu la draft NBA, et cetera. J'ai un peu moins suivi, mais j'ai suivi le les derniers mois et demi de WNBA. C'est à peu près le moment où elle est revenue. C'est vrai que, en fait, tu vois des flashs, mais moi, j'ai été un peu frustré parce qu'en fait, la coach la fait pas trop jouer et tu Mmh. la vois quoi? Tu la vois sur, 10-15 minutes seulement, mais c'est vrai que les séquences de protection de cercle sont folles, quoi.
mais tu la vois que Ouais. sur 15 minutes parce qu'il y a un choix de coach et peut-être le défaut qu'elle a quand même, c'est elle fait pas mal de fautes. Elle fait quand même beaucoup de Oui, c'est fautes vrai. Mmh. et il y a des fois, c'est aussi ce qui la pénalise et que du coup le coaching staff la fait sortir du terrain. Ouais, c'est ça, pour parler un peu de chiffres, la saison passée, du coup, sa saison rookie, elle joue 15 matchs, pardon, 22 minutes par match et elle commet 4 fautes par match, donc c'est vraiment énorme. Et cette Ouais. saison, donc elle a eu des problèmes de blessures, mais une fois qu'elle est revenue, après, elle a joué 19 matchs, même pas 13 minutes par match, en réglant un petit peu son problème de faute, mais on reste quand même à 2,5 fautes par match. Donc là-dessus, ouais, c'est sûr qu'il y a des progrès à faire. Je me posais la question, mais en vous écoutant, est-ce qu'en termes d'impact, défensif, toute proportion gardée évidemment, est-ce qu'on peut comparer, c'est la nouveauté, de l'impact et de la qualité de ce que propose, Cameron Brink à ce que propose, Wemby, du côté de la NBA? Bon, moi, j'aurais tendance à dire oui. Je pense qu'on est sur deux profils qui imposent qui imposent à l'attaque de revoir tout ce qu'elle avait prévu de manière complète, totale. C'est-à-dire que si tu avais prévu de faire ça, bah, il y a Cameron Brink sur le terrain, donc tu vas pas pouvoir, quoi. C'est un peu pareil avec Victor Wembanyama du côté des Spurs en NBA. Après, sur les métriques, j'en sais rien. Puis en plus, si tu veux, tu as quand même des différences de règles, notamment entre la WNBA et la NBA. La WNBA est un petit peu plus permissive sur la physicalité, etc., l'engagement physique notamment. Tu as vraiment un jeu physique en WNBA que tu as aussi en NBA, mais je trouve dans une moindre mesure. C'est un peu plus permissif sur les défenseuses, je trouve, en WNBA, et tant mieux, franchement. Donc je sais pas, mais en tout cas, oui, on est sur ce genre d'impact-là. Tu as littéralement des attaquantes qui, quand elles voient que c'est Cameron Brink dans la raquette, ne rentrent pas dans la raquette. Voilà, tu regardes les shot charts quand il y a Cameron Brink sur le terrain et quand il y a Victor, c'est à peu près la même, c'est-à-dire il n'y a rien dans la peinture, quoi. Ouais, je pense. Puis même en termes de pédigré de prospect, j'ai l'impression que peut-être pas autant parce que Wemby a été un premier choix de draft là où Cameron Brink a été choisi en 2 et il y avait, Caitlin Clark qui était en concurrence avec elle. Mais ouais, j'ai l'impression quand même qu'en termes d'impact défensif, c'est un peu le même style dans le sens où, protecteur de cercle, puis il peut gérer plusieurs couvertures aussi. Mais Cameron Brink, comme je dis, Victor, limite, on en a quand même vu pas mal en NBA. Ce qui manque à Mhm. Brink, c'est il faut qu'on en voit plus, en fait, pour le moment. Parce il y Oui, a pas absolument, eu il faut un je trouve, échantillon il y a pas gros. encore eu assez de matchs et puis il y a eu ces problèmes de fautes, ces problèmes de blessures et cetera. Donc ça reste encore moi, en tout cas, moi, j'ai pas vu la NCAA, mais pour moi, ça reste encore un peu de la théorie, tu vois? C'est effectivement, on voit des flashs, mais il faudrait le voir sur, 30 minutes par match, j'ai envie de dire et sur une saison complète. On va donc pouvoir passer, je fais un petit récap avant d'avancer. Donc Matt a drafté Sabrina Ionescu, Nafisa Collier et Cameron Brink. Du côté d'Oscar, on a Paige Buckers, Leila Lacan. De mon côté, j'ai Caitlin Clark et Jonquel Jones. Et Greg a une raquette, Alyssa Thomas et AJ Wilson. Oscar, je te laisse la main. Eh bien, je suis un petit peu sur des œufs parce que je me dis que pour, maximiser, la création de mon bac courte, il me faut quelqu'un, dans la raquette pour maximiser tout ça. Je vais aller du côté des bannis. Est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas, de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être une situation un petit peu difficile, mais Ah, c'est je Ouais, pareil, je vais je crois crois prendre, aussi. également. je J'ai vais déjà prendre noté sur la fiche. Angel Reese, voilà. En fait, tu es en train de faire l'équipe que Je vais j'aurais dû prendre, faire. Littéralement, Oscar, je te le dis, toutes les joueuses que tu prends là, elles étaient premières quasiment à tous mes choix. eh bien écoute, bienvenue, Bravo, serrons-nous la bravo main à de toi. loin. Mais en tout cas, On voilà, sait, Exactement. on sait recevoir dans le podcast. voilà, Non, c'est bien, on sait mettre à c'est top. l'aise, donc voilà. Angel Reese, je pense que là, c'est vrai que c'est une joueuse que enfin, dans ma découverte de la WNBA, en fait, je l'ai assez peu regardée. Je sais pas, il y a pas forcément de biais, de quelque chose, mais c'est une joueuse que je regarde de loin, donc je saurais pas forcément, dire, pourquoi je la choisis plus qu'une autre, forcément, mais c'est sûr que, bah, l'impact physique, le rebond, m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Je crois que c'était Greg qui disait que, bah, c'est le genre de joueuses qui sont complètement implacables au rebond, qui en fait, bah, peu importe la situation, la position, le rebond, bah, en fait, elles vont te le prendre
et avec Oui. l'intelligence des joueuses que j'ai mis dans mon backcourt, bah, sur la bagarre des possessions, je pense que ça peut vraiment faire la différence et puis pour créer un axe, 1-5, 2-5, plutôt pertinent et puis pour qu'elle se sente vraiment à l'aise dans une franchise, je lui tends les bras et je l'accueille pour être ma poste 5. Poste 5, elle est plutôt poste 4, Angel Reese, mais tu peux la faire jouer poste 5 si tu veux jouer small ball ou si tu as une grande 4. Mais après, oui, bah, tu vas en plus, tu récupères du passing, donc tu vas pouvoir faire jouer Page off ball et tout, non, c'est incroyable, Mais c'est je génial. te Moi, suis c'était la sur le paire que je poste voulais, quoi. 4 en fait. Je pense que oui, le fait que j'ai fait ça me permet de la mettre au poste 4. Je vais Au la faire poste jouer 4, poste ouais. 4 et je croise les doigts pour que la poste 5 que je convoite ne soit pas prise. Donc là, en fait, si je résume bien, hein, le podcast que je suis en train de vivre à titre personnel. Donc il y a Enzo qui est un mec qui triche en se mettant 3e d'office à la draft. Après, j'ai mon pote Matt qui fait la meilleure équipe alors qu'il reste 3 choix. C'est-à-dire on est à 50%, il a déjà la meilleure équipe. Et on a Oscar qui prend toutes les joueuses que j'avais envie de prendre. Et moi, je finis avec Keja Wilson, qui m'a valu de me faire pourrir sur Twitter toute la semaine. Ben écoutez, je passe une excellente soirée. Je passe une excellente soirée Tu avec vous, reviens les quand gars. tu veux. Bon, c'est à moi d'enchaîner, j'allais dire, oui, je cherchais Ouais. l'ordre, mais ouais, Ouais, c'est c'est à à moi. toi, hein. C'est à toi. C'est à Hem, toi. OK, Tu as Caitlin Clark et ouais, mais Jonquel je Jones. sais c'est bon pour l'instant, tout se déroule à la perfection, à l'opposé de Greg, mais pour l'instant, je suis dans ma lignée. J'ai pris ma voiture, je l'ai allumée, on est parti sur la route, j'ai pris Caitlin Clark, ensuite j'ai continué, je vais tout droit, j'ai aucun virage, c'est magnifique et je pars sélectionner, bah, du coup, celle que j'ai appris, avoir été élue, Depoy juste avant le début de l'épisode. C'est, Alana Smith que je sélectionne pour compléter, ma raquette. Hem, je sais qu'elle peut jouer, elle est un peu plus petite et elle peut jouer 4, il me semble et Oui, oui, sans hem problème. Surtout à côté de Jonquel, il y a et zéro problème. elle rentre parfaitement aussi dans ce spacing et dans ce côté où pour l'instant j'ai que des choses qui sont intelligentes, qui peuvent passer la balle. Donc j'aime beaucoup la complémentarité de ces filles-là et j'en suis très satisfait et donc voilà, deux intérieurs, qui peuvent space et des belles partenaires de pick and roll pour Caitlin Clark pour l'instant. Petite question, on en discutait par rapport à l'attribution du trophée, Depoy de AJ Wilson. Est-ce que là, pareil, il y a des remarques à faire? Est-ce que ce trophée peut être discuté ou est-ce que ça aurait dû être elle et pas forcément une co-distinction? Ou alors il y a quelqu'un d'autre qui vous venait en tête, Grégoire ou Matt? Ben, moi, je pense que A'ja Wilson n'a pas. Enfin, c'est une défenseuse qui est très bonne, sinon excellente, mais qui quand même se fait cibler par des équipes dont les coachs ont vraiment des aptitudes stratégiques très élevées. euh, Notamment Stephanie White du côté de l'Indiana, mais Nate Betts aussi, etc. Et donc, quand vous êtes une joueuse ou un joueur qui se fait cibler par des attaques, vous êtes mécaniquement pas ce qu'on peut appeler une défense élite, individuellement. Donc c'est compliqué pour moi de donner le depoy à un joueur ou une joueuse qui se fait cibler en saison régulière, parce qu'on parle d'un trophée de saison régulière. Euh, Par exemple, Rudy Gobert en NBA se fait cibler en playoff, mais en saison régulière, un petit peu moins. Donc, il peut prendre ses 10 points. Moi, ça ne me pose pas de problème réellement. Mais A'ja Wilson, pardon, elle se fait cibler en saison régulière et vous avez des joueuses qui, dans ce chapeau-là de défense élite, individuellement, sont largement au-dessus. Alors Cameron Brink n'a pas les minutes et n'a pas le nombre de matchs pour viser ça, mais vous avez Ezzy McBegor du côté de Seattle, Gabby Williams du côté de Seattle aussi. Vous avez évidemment Nafisa Collier et surtout Alana Smith du côté de Minnesota. Et après, vous avez d'autres joueuses, Ryan Howard, Kyla Thornton, même si elle a été blessée, etc. Ces joueuses sont vraiment des joueuses, des défenseuses de très très grand talent. Donc, moi oui, j'aurais pas mis A'ja Wilson en Cody Poy, mais après bon, peut-être qu'ils la mettent pardon en Cody Poy parce qu'elle n'aura pas du tout de trophée de MVP et qu'il faut lui en décerner un cette saison parce que sa saison est quand même extraordinaire, mais c'est un peu dommage de faire de la Bah, compensation quoi. Après, à partir du moment où Alana Smith l'a sur son CV, moi ça me va, hein. ouais, bah, pour rejoindre un peu ce que dit Greg,
En fait, le problème, c'est que je trouve elle est pas en fait, pour moi, sa valeur première à Wilson, je trouve pas que ce soit la défense, pas que ce soit une mauvaise défenseuse, hein, mais elle est enfin, tu vois, je la mettrais pas, 10 sur 10, tu vois? Si je par exemple, on n'a pas les chiffres, malheureusement, j'adorerais les avoir de protection de cercle en WNBA, mais tu vois, tous les défenseurs, les protecteurs de cercle d'élite, ils sont à -10, -12, -13, -15 et cetera. Moi, si je devais donner une note à Wilson, je la mettrais vers les -5, -6 qu'elle infligerait au panier. Là où je pense comme tu as dit, Ezi McBegor, Alana Smith, etc., seraient plus proches des -10. Donc, pas pour dire que c'est une mauvaise défenseuse, mais je pense qu'elle fait pas partie de l'élite. Pour moi, la valeur de Wilson, c'est l'attaque plus. C'est une scoreuse qui est implacable. Tout ce qui est face-up, post-up, etc. Moi, c'est là où elle a souvent tutoyé les plus 10% d'efficacité, ce qui est énorme. En défense, ça reste correct, mais c'est pas là, en fait, je trouve, où il est son rayonnement. Et là, j'ai parlé que de protection de cercle, mais tout ce qui est switch, edge ou même drop, bah, elle a pas non plus, c'est pas là où elle est le meilleur. Donc, c'est là où ça me pose question. Moi, c'est vrai que je donnerais pas non plus le Deepoy à une joueuse comme ça parce que je pense qu'il y a des joueuses qui sont meilleures qu'elle simplement en défense, quoi. Après, dans la discussion du MVP, je pense par contre il y a plus débat parce que, bah, comme j'ai dit, des scoreuses implacables, il y en a pas beaucoup et elle, je pense qu'elle en fait partie, quoi. En plus, c'est même la plus implacable. En plus, sur un poste qui est dans cette ligue surchargée, puisque les meilleures joueuses sont au poste 4 et au poste 5 dans cette ligue en WNBA. Jay Wilson, c'est de loin la poste 4 qui est la plus immarquable de la ligue, quoi. Elle a zéro problème à marquer qui que ce soit en face, quoi. En tout cas, je le note pour la prochaine fois. J'irai trouver, j'irai chercher longtemps s'il faut, mais les stats de défense de cercle d'A.J. Wilson et je m'en servirai pour vous départager dans l'ordre de draft. Ça permettra peut-être à Greg de pas finir dernier comme ça. Et, Ouais, 9553%. du coup, Greg, je te laisse enchaîner. T'as les 2 prochains choix. Ouais, je vais prendre Kelsey Plum sur le premier. Parce qu'il me faut une créatrice sur les postes arrière et Kelsey Plum, c'est une des toutes meilleures, sinon peut-être la meilleure cette saison sur les postes de guards à la création, puisqu'elle fait une saison qui est vraiment digne d'être dans la discussion MVP. C'est juste dommage que les Sparks ne soient pas dans le wagon des playoffs, mais sinon elle était à mon avis dans la discussion MVP. Elle n'aurait pas été MVP évidemment, mais je pense elle est au niveau d'Alyssa Thomas ou juste en dessous peut-être cette saison. Dans cette discussion-là, on est sur une joueuse petite, donc attention au compromis défensif, mais l'apport en attaque est tellement monstrueux, à la fois pour elle, pour les autres, capacité à jouer sans le ballon aussi. Donc non, c'est vraiment trop chouette, Kelsey Plum. Moi, j'ai vraiment adoré sa saison et j'ai adoré la regarder, surtout qu'en début de saison, on avait des questions, parce qu'il y avait un gros rendement, mais on se disait, bon, ça cache des choses. Et en fait, plus c'est allé, plus elle s'est ajustée aux ajouts à l'intérieur de l'effectif, que ce soit Julie Allemand, Cameron Brink et d'autres. Non, voilà, vraiment, c'est top Kelsey Plum. Et mon choix suivant, ce sera Gabby Williams à l'aile, qui du coup me fait ma francophone. Ma francophone, Gabby Williams à l'aile. Et là, pour le coup, on fait le playmaking défensif, plus défense de cercle, plus drive, plus beaucoup de choses, plus playmaking offensif. C'est une vraie touche à tout. C'est typiquement les profils de joueurs et de joueuses qui me touchent le plus dans ce sport-là. Des joueuses qui, à l'aile, ou des joueurs à l'aile, qui savent un peu tout faire, avec en plus vraiment une défense et un playmaking défensif très important pour leur équipe, et en volume et en qualité. Donc voilà, c'est un peu ma Mikal Bridges de la WNBA, quoi. C'est vraiment chouchou ultime, Gabby Williams. Très très haut dans mon rang des chouchous. Après, c'est déjà une star, hein, pour moi. C'est pas du tout une superstar, mais c'est déjà une star. Donc, je l'ai pas mise dans mon podcast de chouchou, mais elle est très haut dans mon classement de joueuses préférées, clairement, cette saison en WNBA. Ouais. C'est dingue que Kelsey Plum tombe si bas ou du moins, comparé à son niveau réel. Hem, mais avec, Bah, c'est Laila Lacan qu'il ouais, faut c'est qu'il faut ça, c'est le avec se toutes les balance. contrats qu'on a mis, et cetera. En plus, accumuler la qualité, on va dire, d'être, dans une équipe qui ne participe pas aux playoffs et donc, dans les 2 joueuses, nécessaires hors playoffs. Ouais, Donc non, bien joué Greg, ouais. d'avoir pris Plum. Il fallait que quelqu'un la prenne, ça aurait été bizarre qu'elle ne
qu'elle ne passe pas le cut. Oui, clairement, ouais, là, ah, c'est après j'ai failli faire une dinguerie et la prendre à la place d'AJ Wilson, mais je me suis dit vraiment: «Ça fait 1 saison et demie que tu suis la WNBA, allons-y, calmos, Ouais, on va se calmer avec les fans des Aces, quoi. allons-y mollo». Ouais, voilà, c'est ça. OK, OK et bah, j'aime beaucoup, Matt, Oscar, du coup, pour l'instant, on a fait nos quatre choix. Ah bah non, je suis con. J'ai marqué mon choix déjà en avance, mais du coup, non, il y a que Greg qui a fait son choix 4. Donc pour l'instant, il a un sac en 4 plumes, Williams, AJ Wilson et enfin Alyssa Thomas et AJ Wilson. Des avis là-dessus, Matt ou Oscar? Bah non, c'est pas mal. C'est vrai que Kelsey Plum, moi, c'est le choix que j'aurais fait, très sincèrement. Mais c'est vrai que j'ai priorisé Cameron Brink et forcément, on peut pas faire le choix d'une même franchise. Mais ouais, non, moi, j'ai adoré. C'est une des joueuses que j'ai préféré voir parce que, bah, en fait, c'est tout ce que tu as envie d'avoir un peu au basket, c'est-à-dire une bonne scoreuse et puis une créatrice sur pick and roll, en fait. Qui est capable à la fois de scorer, de manipuler un peu la défense, de faire le passing, etc. Enfin, c'est vraiment la première créatrice de décalage de Los Angeles. Et je pense que si elle était pas là, bah, je crois que l'année dernière, c'était Ghislain, je crois, qui avait sorti les chiffres, mais c'était pas très bon. Parce qu'en fait, bah, sans créatrice, forcément, ton attaque, elle est plus bonne du tout. Donc, ouais, je pense que c'est une top saison, en tout cas, de Kelsey Plum. Et étonnant, ouais, qu'elle soit pro si loin, mais après, bon, c'est les contraintes un peu aussi de la draft. Je vais pouvoir enchaîner du coup avec mon 4e choix et je continue sur mon autoroute, sans virage, tout droit à 130 à l'heure sur, pleine balle. Hem, je continue du coup encore avec une joueuse que j'aime beaucoup, c'est Sonia Citron, des Washington Mystics. Pareil, elle fait partie, je pense, du coup, de mon top 3 des joueuses qui m'ont permis de m'accrocher à la WNBA. Donc, c'est une arrière ailière dont j'aime beaucoup le scoring. Euh, Elle est vraiment capable de scorer de plusieurs manières et avec un shooting surtout qui est extrêmement valuable. Cette saison, c'est la meilleure shooteuse de NBA sur gros volume. Il me semble que elle était à 44%, quelque chose comme ça. Et elle ressortait en première place dans les ratings parmi les plus gros volumes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça pour une rookie. Il y a aussi un peu de passing, un peu de défense. Et c'est surtout la personnalité, moi, qui m'a marqué. Où on a vu dès les premiers matchs que même dans un effectif des Mystics un peu bancal, on ne savait pas trop vraiment quel était l'ordre de priorité parmi cet effectif jeune et pas que, parce qu'à l'époque, il y avait Britney Sykes. Mais elle arrivait déjà à, à montrer ce qu'elle voulait faire et vraiment j'aimais beaucoup en tout cas le fait qu'elle ose autant et qu'elle réussisse en même temps du coup avec cette première saison vraiment de très bon acabit. Donc elle vient compléter mon effectif aux côtés de Kathleen Clark, Alana Smith et Jonquel Jones. J'augmente encore un petit peu mon plafond de spacing et de shooting extérieur à 3 points. Donc j'en suis assez satisfait. Et puis en plus de ça, du coup, je viens prendre ma première joueuse parmi les joueuses qui ne sont pas en playoff. Ouais, je pense que ça fait partie d'un. Moi, je l'avais aussi noté, hein, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle coche beaucoup de cases, cette joueuse. À la fois, en fait, c'est un peu la 3&D connecteur qu'on aime bien là en NBA. Ça me fait un peu penser à ça, Sonia Citron. Elle a déjà ce profil-là en fait en WNBA, le shoot à 3 points, la défense, et puis c'est pas que ça, je trouve. Elle peut attaquer un close-out, prendre des décisions, faire du passing de connexion. Je pense que ce sera jamais une créatrice, mais dans ce rôle en fait, bah, c'est parfait quoi. Pour un, pour un profil, tu vois, d'équipe qui va au titre, enfin un contender, c'est le profil que tu recherches en fait à côté. Oscar, Greg, vous êtes d'accord avec Matt? Ah oui, absolument. Moi, oui. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur Sonia Citron parce que Matt a tout dit, mais c'est une joueuse, c'est la deuxième meilleure rookie de la Ouais. saison, je pense. Je pense on peut le signifier. Kikiri Alphen, sa camarade des Mystics, et pas non plus en reste. Elles ont toutes les deux fait une très bonne saison dans une équipe qui a eu beaucoup de mal à trouver son projet.
de saison, son projet sportif. On savait pas si elle voulait gagner ou si elle voulait perdre. Bon, finalement, elles se sont trouvé une destinée pour le tanking en troisième tiers de saison, mais ça n'a pas été facile pour la fanbase qui a rien compris à la saison des Mystics. Mais oui, c'est une joueuse super intéressante. Le profil, de toute manière, capable de shooter, de défendre et de connecter sur les postes arrière, c'est du pain béni, quoi. Franchement, il y a plein de joueuses qu'on a déjà pick et qui aimeraient bien avoir une Sonia Citron à côté d'elle. Et je pense à Sabrina Ionescu, Kelsey Plum, Caitlin Clark. Tu mets Citron à côté, c'est vraiment costaud, quoi. Ça fait des sacrés bacs courtes, quoi. Oscar, je te laisse enchaîner. Ouais. Et bah du coup, j'ai bien fait de croiser les doigts, j'ai eu ma bonne étoile et bah je vais prendre ma pivot qui nous vient tout droit de l'équipe que je me suis un peu pris d'affection au cours de la saison. Je sais pas, il y a pas forcément de raison. Je pense qu'elle en fait, vraiment partie parce que c'est une des joueuses qui m'a le plus tapé dans l'œil en termes de d'effets visuels. Je vais prendre en pivot Brittney Griner. Je vais la placer aux côtés d'Angel Reese. C'est vraiment ma protectrice de cercle, coup de cœur, premium. Je crois que j'étais assez content, quand j'ai regardé l'épisode W sur le dream de Greg et en fait, ça me elle me séduit dans sa manière de protéger le cercle. Elle est hyper imposante. Elle a vraiment un côté, je veux pas faire de comparo, NBA, mais ouais, il y a vraiment un côté alien défensif qui me fait une impression de puissance et aux côtés d'une Angel Reese qui va plus être, elle, sur de la prise de rebond, etc. Je pense que ma raquette, elle est plutôt dissuasive. Donc voilà mon choix. Si tu voulais prendre à Atlanta, tu avais effectivement soit Griner, soit Brianna Jones, qui est une autre pivot un peu dans le même style, peut-être un peu moins défensive, mais très très forte au rebond. Et là, tu es sûr que les adversaires entre Reese et Brittney Griner, ils vont pas prendre un seul rebond, quoi. Par contre, il faut que tu trouves du 3 points, mon vieux, parce que tu as zéro spacing. T'as Paige qui va prendre que des pull-ups mi-distance. T'as Leila Lacan qui va driver entre Angel Reese et Brittney Griner. Ça ne saurait tarder. Ça va être du bon. Ça va être du bon. Je te fais totalement confiance, Oscar. C'est un Ouais. mat, du coup, je crois. Du coup, j'ai 2 picks. Je vais prendre ma joueuse francophone. Je vais prendre, Greg la connaît bien puisqu'il l'a interviewée. Je vais prendre Monique Aquamakani. Je pense que j'ai besoin là maintenant de défense et de shoot et je trouve qu'elle colle parfaitement là-dedans. Je trouve que c'est vraiment une très bonne défenseuse du point d'attaque. Moi, j'aime beaucoup. Donc, à côté de Ionescu et des joueuses que j'ai, ça ira très bien. Donc, voilà, je trouve que ça c'est vraiment typiquement le genre de joueuse qu'on aime bien avoir dans une équipe compétitive. Et pour compléter tout ça, une joueuse aussi pareil que j'adore, qui je trouve n'est pas dans un bon rôle, je vais prendre Ryan Howard. Je vais prendre Ryan Howard parce que pareil, pour un peu les mêmes raisons que Aquamakani, défense, passing de connexion. Et autant au Atlanta Dream, on en discute souvent avec Greg, je trouve que elle est un peu trop mise dans un rôle de créatrice, mais par contre là, si tu la mets à côté de l'effectif que j'ai là, avec déjà des créatrices, je pense qu'elle a le rôle parfait, elle peut défendre, puis au moins elle a la taille aussi d'une ailière, donc voilà. Mais là, l'effectif, il est très méchant, Matt. Il est très très méchant, ton effectif. Bah là, c'est... Parce que là, tu vas nous faire des 5. Là, en fait, ton 5, on est d'accord. Hein. En fait, il n'y a que Sabrina Ionescu qui est pas bonne en défense. Mais Aquamakani, donc Monique, c'est une des meilleures défenseuses extérieures de la Ligue sur la deuxième moitié de saison. Donc, à partir du moment où je l'ai interviewé, au début de la saison, c'était pas à la folie. Je pense qu'il a fallu qu'elle s'adapte. Par contre, après, sur la deuxième moitié de saison, c'est littéralement une des meilleures défenseuses de périmètre chez les petites. T'as qu'à moins de briques, elle a mis sa collier dans la raquette. Là, puis
Eh ouais, les gars, on va scorer Ça là, 42 ça points va être contre terrible. Matt. Là, moi qui étais content de ma dissuasion globale, là, c'est terrible. Non, 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 mais oublie, 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 oublie totalement. Non, mais Oublie d'ailleurs, moi, totalement. avec Leïla Lacan, j'avais, je pense que Aqua Makani et Leïla Lacan, c'était mes deux choix où je m'étais dit, mon choix très très haut de Leïla Lacan se battait avec Aqua Makani, parce qu'il y a vraiment le côté, elle a une énergie, c'est phénoménal. Elle a un, je sais pas je sais pas si la pace ça se mesure, mais elle a un moteur quand même très très élevé, je trouve. Oui, Monique? Oui, Monique, bah déjà, c'est une joueuse qui est très responsabilisée dans une équipe compétitive. En début de saison, le Phoenix est une des meilleures équipes de la ligue. Et on a vraiment, si tu veux, une Monique qui est prépondérante dans l'organisation offensive et défensive d'une équipe qui est bonne des deux côtés du terrain. On a une joueuse qui s'occupe des entry passes et qui combine avec Alyssa Thomas, avec des écrans petites pour la grande, etc., etc. On a un bon réseau de passes aussi, à la fois sur Alyssa Thomas et vers Satou Sabali qui se développe. Et puis de l'autre côté du terrain, bah, tu as de plus en plus de playmaking défensif, donc sur les lignes de passe, etc., à mesure que cette équipe a pris conscience d'elle-même et de comment elle pouvait jouer ensemble et des couvertures que tu pouvais avoir si tu prenais des risques. Et en plus, sur la joueuse, c'est une fille qui est physique, c'est une fille qui va encaisser très bien les drives et les chocs, qui va pas trop se laisser faire dans la navigation d'écran. En fait, on est sur une joueuse vraiment très Ouais. complète. Très, très complète. Alors, on est loin d'une joueuse élite, mais franchement, sur les postes arrière, c'est une role-playeuse de premier ou de deuxième chapeau Bah, sans moi, doute je trouve entre. franchement la navigation d'écran, elle est vraiment très très forte, hein. Là, Ah ouais. bah, contre New York, là, tu le vois sur Sabrina Ionescu, enfin tous les écrans, franchement, elle a fait un super taf. Et même quand tu vois un peu, alors c'est qu'une saison, hein, mais elle est à 40% à 3 points cette saison et elle est à 92% au lancer franc. Donc tu vois, il y a quand même un toucher de balle quand même, j'ai l'impression qui est là. Et on est à Ouais, quasiment je l'ai. 2% de Bah, steal percentage. Donc tu vois, il y a quand même quelques chiffres, j'ai l'impression, qui disent que et même quand tu regardes, quand tu vois les matchs, quoi, je trouve que vraiment surtout la défense, l'activité on-ball dans même les stunts, les trucs comme ça, je la trouve vraiment, vraiment très forte là-dedans. l'anecdote sur les lancers francs, c'est que quand je l'ai interviewée, c'était l'épisode 10 de la chaîne et elle avait marqué 100% de Ah ses ouais. lancers eh francs ben, Ouais, c'est une stat magnifique. touquée, ça, normalement. depuis le début de la saison. Et il y a 21 épisodes sur toute la saison régulière pour l'instant. Donc ouais, c'était costaud, quoi. Elle a raté, je crois, les lancers francs seulement dans le Là, dernier tiers de la saison, quoi. Le c'est premier Rosé lancer franc Calderon, raté, quoi. là, on est sur ce genre de Ouais. Non, je crois que c'est un record, hein. Je crois qu'elle a un record, soit de franchise, soit de la ligue, je magnifique, sais plus. magnifique. Et nous passons la main C'est à à moi. Je Oscar. me Eh bien, permets d'intervenir entre-temps. Du coup, j'ai pas pu entendre les deux choix de Matt après un petit problème de connexion. Est-ce que tu veux bien me dire, Matt, les choix Ouais, que tu as fait, s'il te plaît? alors j'ai pris Monique Akoamakani Ok. et Ryan Howard. Formidable, ça. Formidable, ça me plaît, j'aime bien. Ok. Ok, ok. Super. mmh, bah, c'est à moi, du coup. Euh, je vais suivre l'instinct de Greg. Et je vais rester. Non, mais je vais suivre. De toute façon, elle est en gras sur ma feuille et je pense que c'était. Je suis content qu'elle ait glissé juste là. Avec le fait que j'ai pris Angel Harris, qui a quand même l'air d'avoir enfin, qui a un sacré caractère, et je me dis que pour structurer une identité, ça peut être intéressant. J'ai besoin aussi de l'autre côté, sur d'autres postes, j'ai besoin aussi d'arrogance, j'ai besoin aussi un peu de grinta, mon côté. Le fait que je sois fan d'Enix et que j'ai Josh Hart qui gravite autour de moi m'oblige à avoir des joueurs comme ça, mais je vais aller du côté des Valkyries et je vais pick Cecilia Zandalazini. Voilà, moi Zandalassini. j'ai écouté le podcast chouchou de Greg, je hochais la tête à chaque fois qu'il parlait d'elle. Je suis complètement fan de cette joueuse. J'ai beaucoup suivi les Valkyries parce que je me suis dit, bah, c'est une nouvelle franchise, moi j'arrive, je suis nouveau, je vais suivre un peu le truc, même si bah, j'ai été très séduit par le Dream, du scoring. Je pense que, je sais pas, est-ce qu'on peut la catégoriser
le quota, sniper, je sais pas vraiment. J'ai remarqué qu'elle avait joué quand même assez peu de matchs, elle s'est bl ah elle s 17 elle s'est seulement, ouais. blessée? Je vais pas, Ouais, elle a été blessée une partie de la saison. En fait, c'est une joueuse qui a un bagage offensif extrêmement varié et surtout qui a un excellent handle, un très bon pull-up et un bon catch and shoot. Du coup, ça fait beaucoup en attaque pour une role-playeuse. Et elle est capable d'attaquer le cercle, de prendre des tirs à 3 points, etc. Et puis elle a la bouche, quoi. Elle a vraiment le trash talk en elle. Et non, non, c'est top, c'est une super joueuse, hein. Franchement, c'est une super joueuse, hein. Mais là, pour l'instant, attends, il te manque ta francophone, bah là. non, j'ai Leïla Lacan, au poste 2 Ah oui, et du pardon, coup, pardon, pardon. Donc, t'as deux. Ah oui, t'as déjà tes deux tankeuses en ouais Paige et Layla. Ah oui, non, et du t'es coup, bien, pardon, j'ai, pardon. Ah, t'es bien, Zandalazini très qui bien. vient glisser, au poste 3 qui, va Ouais, venir, alors quand je suis d'accord avec toi sur la palette offensive, mais là, je pense que vu ce que j'ai en matériel, je vais essentiellement l'utiliser, sur le sur le sur le catch and catch and shoot. shoot. Là, vraiment, on va je sais pas que je vais la limiter, mais on va vraiment l'utiliser comme ça avec, bah, la possibilité de playmaking un peu d'Angel Reese, mais aussi mes 2 porteuses de balles, sur le backcourt. Je pense que je peux vraiment les utiliser son tir comme ça et puis pour construire un peu mon identité avec, Zandalazini et Reese en même temps, je pense que ça peut être, intéressant et on verra après sur le 6e homme comment essayer d'équilibrer tout ça et d'avoir peut-être un peu plus de shoot ou de d'utilité, vraiment un besoin précis, je sais pas trop comment le situer, je vais réfléchir au fur et à mesure. OK. OK, OK, très intéressant. Donc Oscar, il va te rester du coup derrière un pic et il te manque rien du tout du coup, Il me si reste j'ai juste mon bien 6e homme et enfin ma ouais, mais 6e, ma en 6e termes homme. de critères, du coup, tu as rempli tous 6e les joueuse. critères. Ouais, bah, Tu j'ai as de Leïla la Lacan en tant francophone. que francophone et comme disait Greg, en fait mes 2 premiers choix ont été, mes anti, mes comment? Mes tankeuses Les parce que Leïla tankeuses. Lacan, est à la fois, mon assurance francophonie et mon assurance, non playoff. Paige Buckers, je pense que c'est un euphémisme de dire qu'elle ne fait pas les playoffs et voilà, bah, ensuite Et tu as j'ai rajouté Angel Reese en plus pour une troisième chose qui fait pas les playoffs. voilà, donc je peux me rattraper après si je veux prendre une joueuse un peu plus compétitive, pour le 6e homme, mais je pense que j'ai largement rempli les critères. Est-ce que ça gagne des matchs? Je sais pas parce que je pense que ça manque de spacing, mais je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. OK et bah, du coup, je me permets d'enchaîner. Je me permets d'enchaîner et je vais, compléter mon spacing, presque, quasi optimal en ajoutant, madame Alisha Gray dans mon équipe, du Dream d'Atlanta qui vient s'ajouter aux côtés de Caitlin Clark, Sonia Citron, Alana Smith et Jonquel Jones. Donc ce sera la partenaire de backcourt d'Alisha Gray et de Caitlin Clark, pardon. Et je j'aime beaucoup le fait qu'elle puisse, je pense, porter la balle aussi sur certaines possessions pour reposer un petit peu Caitlin Clark. Elle peut être une partenaire de backcourt vraiment, idéale, à Caitlin Clark. Et puis pour ce qui est du shoot extérieur, cette saison, elle sort d'une saison à 39 sur un peu plus de 6 tentatives. Donc sur le côté spacing, elle remplit parfaitement les critères. Après, ça manque sans doute, de défense, on ball de mon côté sur les postes extérieurs. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je suis très satisfait. J'ai mon 5 out et voilà, on file tout droit vers une équipe qui me plaît parfaitement. Ouais, j'aime bien ton équipe, ouais, elle est pas c'est Ali Chagré après encore en défense, je trouve que c'est pas trop mal, hein, je trouve que c'est quand même une bonne défenseuse, surtout que tu as quand même une protectrice de cercle, donc en vrai, je trouve que ça va, mais au moins par contre, c'est vrai qu'elle est mise dans un bon rôle où, bah, Atlanta, on en parlait, hein, c'est un peu le même cas que Ryan Howard. Alicia Gray, elle est un peu mise dans un rôle de créatrice, secondaire avec enfin, elle se partage un peu la création avec Ryan Howard, mais c'est pas leur rôle, en fait. Mais là, vu que tu la mets à côté d'une créatrice comme Caitlin Clark, en fait, c'est parfait. Parce que là, vraiment, tu la mets en relais,
quand Caitlin Clark se fait prendre à 2, tu mets Ali Chagret à côté à une passe près, ça te fait une shooteuse à côté si jamais elle est prise à 2 et au moins elle prend le rôle de créatrice secondaire, ce qui finalement, je pense, est son meilleur rôle au final. Moi, c'était le but, c'était un peu de maximiser la complémentarité, et de trouver une joueuse qui pouvait fit avec une Caitlin Clark qui mange vraiment énormément de ballons et qui rentre dans un spacing presque parfait et qui peut ajouter un petit peu de défense, ou en tout cas qui n'est pas négative. Donc voilà. Même positive, hein, franchement. Greg. Eh ben, ça me régale parce que mes 2 derniers choix, c'est quasiment mes choix préférés. En tout cas, mes 4 derniers choix, c'est mes choix préférés de tout ce que j'ai fait. Je vais choisir Veronica Burton en dernière dans mon 5. Donc, j'aurai un 5 KP. Donc, Kelsey Plum sur le poste 1, Veronica Burton sur le poste 2, Gabby Williams sur le poste 3, Alyssa Thomas et Edja Wilson dans la raquette. Du coup, c'est costaud aussi, finalement. Ouais. Tu vois, c'est quand même très costaud parce que Veronica Burton a fait une super saison qui l'a starifié un peu du côté des Valkyries. Elle a accédé, je pense, à l'échelon au-dessus. On peut presque plus la considérer comme une role-player standard. On verra la saison prochaine et la saison suivante si elle confirme pour avoir vraiment le statut, disons, de deuxième option ou de troisième option plus dans une équipe compétitive. Et puis on forme vraiment une doublette sur la défense extérieure avec Gabby Williams qui est de très très haut niveau. Donc ça permet de couvrir les arrières, là, cet axe Burton, Gabby Williams, Alyssa Thomas de Kelsey Plum, qui pour le coup est plutôt négative en défense. Et puis ensuite, mon choix suivant en 6e joueuse, ce sera Anissa Moreau, la joueuse du Connecticut Sun, qui est une joueuse impressionnante, notamment au rebond. Donc voilà, je pense que c'est pas mauvais d'avoir du rebond en sortie de banc. Sachant que j'aurai toujours de la création, soit avec Burton, soit avec Kelsey Plum, même avec Gabby Williams. C'est pas mal d'avoir un peu de rebond en sortie de banc. Donc Anissa Moreau, qui est une rebondeuse élite. Voilà, et qui est mon autre tankeuse. Magnifique. Ouais, super. Du coup, je vais faire le récap de ton équipe. Non, tu l'as déjà fait, donc c'est bon. Il y a beaucoup de playmaking dans cette équipe. oui. C'est pas mal. Est-ce que ça va chercher la victoire, ça, les gars, vous pensez, le 6, enfin le 5+1 de Greg? Ben moi, j'y crois, là. Ça va dépendre de vos autres choix, parce que vous avez tous encore un choix. Ouais. Mais j'y crois. Bah, c'est sûr que tu as un 4 vraiment très fort, Plum, AJ Wilson, Thomas, plus Gabby Williams, c'est vraiment très très fort. Donc ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, je suis assez. Veronica Burton, c'est sûr que pour avoir beaucoup regardé les Valkyries, c'est compliqué de pas être d'accord. Après, moi, j'émets quand même des réserves sur le. J'ai un peu peur du soufflet qui peut retomber un petit peu sur les prochaines. Peut-être la saison prochaine. C'est peut-être une crainte qui est injustifiée, mais moi, je l'ai un petit peu. Comme tu dis, Greg, c'est à voir et on ne peut que continuer à être agréablement surpris comme elle a fait cette saison. Mais moi, j'aime beaucoup ton 5. Après, Burton, au pire, j'ai que la défense. Et même si j'ai que la défense, ça me va. Ça me va. Et ben je vais enchaîner avec mon dernier choix alors. Et un dernier choix qui est vraiment très contraint parce que là, je viens de réfléchir. Donc je savais qu'il me manquait ma joueuse francophone et une joueuse hors playoff, tout en sachant que je ne peux pas prendre de joueuse du Mystics et que je n'ai plus disponible Leila Lacan. Donc, j'ai pas beaucoup de choix disponibles. Et donc la première joueuse qui me vient en tête, c'est Bria Hartley. Et un peu par défaut du coup, parce que j'ai pas eu le temps trop de réfléchir à tout ça. Et est-ce que j'avais vraiment beaucoup d'autres choix parmi les équipes qui ne sont pas en play-off et malgré toutes les restrictions? Alors attends, tu n'as plus Indiana. Est-ce que tu avais Chicago? Non, Bah ouais, je c'est crois ça. qu'il te reste- Chicago. Non, je pense que t'avais pas d'autres. C'est ça, à Chicago, il y en a pas, à Dallas, il y en a T'avais pas pas. d'autres choix, je crois. Hein. Non. Donc ouais, heureusement qu'il me restait Bria Hartley.
Ouais, puis t'as pris Jonquel Jones, donc Marine Johannes, c'était foutu. T'as, Ouais, puis de toute façon, bah ouais, les Valkyries, t'avais Oui, pas il le fallait t'avais une choix. absolument équipe une hors équipe hors playoff, playoff. ouais. Tu vois, Donc vraiment, je pense que j'avais vraiment que le choix de Brie avec Hartley, ouais. c'est cuit. Ouais, non, c'est cuit. Ouais. Donc, elle me sauve un petit peu, sinon j'aurais eu une draft invalidée par la VAR. Donc voilà, c'est une joueuse du Suns de Connecticut en sortie de banc que je connais très mal, donc je vais pas épiloguer sur elle. J'ai vraiment très peu regardé le Suns cette saison. Même si j'ai bien aimé quelques équipes du fond de tableau, puisque j'ai un petit coup de cœur pour les Mystics. Mais voilà, du coup, je viens compléter mon roster qui du coup est composé de Caitlin Clark, Alicia Gray, Sonia Citron, Alana Smith, Jonquel Jones et sur le banc, Bria Hartley, la franco-américaine qui vient un peu sauver mon roster. Et du coup, c'est au tour. Est-ce qu'on n'entend plus Matt ou est-ce qu'on... Attends, c'est Non, à oui, qui? c'est à Ouais. moi. C'est à Ouais, là, Oscar. c'est au tour d'Oscar. Et B, qu'est-ce que... Alors là, évidemment, c'est le... Là, c'est un peu la... c'est pas je dirais pas la loterie, mais... Alors, je pense que j'ai un besoin de shoot qui est toujours présent, mais vu que j'ai pris Greiner, je ne peux pas prendre Pao, mais j'aurais bien aimé la prendre, mais c'est plus possible. Allez, je vais aller du côté du Fever. Je ne pense pas que ce soit une excellente shooteuse. Bon, elle a un tir ok, mais je sais pas si c'est sa qualité première. Je vais prendre un peu alors la joueuse qui va permettre, qui va fluidifier aussi un petit peu mon attaque parfois. Je vais prendre Lexi Hull. Je vais la jouer comme ça. Je vais avoir une pace qui peut être quand même assez intéressante si je veux. C'est une joueuse que je trouve très rapide. Enfin, c'est une joueuse très rapide. C'est exactement mon. Si je devais me donner un archétype de joueuse de ce que je suis dans la vraie vie, Lexi Hull, ça colle parfaitement. On est sur ce genre de joueuse, sans le playmaking et sans le côté. Sans les kick-out, je pense. Mais je la prends. Elle m'apporte de la stabilité. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est pas non plus une non-shooteuse. Donc je vais la placer en tant que sixième homme et puis ça pourra permettre une rotation intéressante au poste 3 avec une, une Zandalicini qui peut aussi un peu être utilisée en sortie de banc. Donc voilà ce que je vous propose. Ben non, mais c'est même plutôt une Ouais. shooteuse, Lexi. Hein. T'as quand même du spacing avec elle. Hein. C'est une shooteuse connectrice. Elle est vraiment capable de passer la balle, d'accélérer le jeu, d'accélérer les décalages. C'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, avec elle. En plus, c'est une joueuse qui, en défense, fait vraiment le job. Elle a des grands bras et elle a plutôt une bonne coordination main. C'est une role-playeuse vraiment que je pense beaucoup d'équipes aimeraient avoir parce que c'est typiquement l'ailière que tu aimerais avoir qui court, qui est là en défense, qui se laisse pas trop avoir en défense, même si elle commet quelques erreurs, notamment dans la navigation d'écran, je trouve. Et après, ouais, tu as du shoot. Hein. Elle prend la grosse majeure partie de ses shoots à 3 points. Elle en rentre, elle est plutôt dans les centiles élevés à l'adresse. Je crois qu'elle est au-dessus des 80% de la ligue. Enfin, elle est meilleure que 80% des joueuses de la ligue à l'adresse à 3 points, il me semble. Peut-être même 85. Donc, non, là, c'est bon. Zandalicini, Lexiel, ça shoot à 3 points. Et donc, un 5 dont je suis pas mécontent au final, je ne me sens pas tant largué que ça, avec Paige Buckers à la main, Leila Lacan au poste 2, Cecilia Angel Zandalicini au Reese. poste 3, Angel Ah oui, Reese pardon. en 4 et Brittany Gratner en 5, avec comme sixième homme Lexi Hull. Je remplis toutes les cases, on est parfait. Que pensez-vous de mon équipe? C'est ça la question. Est-ce que je pars d'un peu plus loin que, que certains? Ça, c'est sûr. Je pense que tu fais une erreur, c'est Brittany Griner. Je pense que tu avais genre Neka Ogumike peut-être à aller chercher, qui aurait été plus intéressante, notamment au scoring et au spacing, parce que tu as une shooteuse, elle est capable de prendre des shoots un peu loin et de faire des pick and pop qui auraient été intéressants avec Paige Bakers. Mais tu aurais perdu sur la défense de ton cercle, la défense oui, la défense du cercle, je vais y arriver.
Mais sinon, à part ça, moi j'adore, hein, il y a trop de chouchous là pour que j'aime pas. Bah, en fait, à part Britney Griner, grosso modo, t'as pris que des joueuses que j'aimerais. Ouais, c'est Tu peux peut-être. pas, Bah, tu peux pas, Griner, le problème, pas c'est que, critiquer, ouais, il y quoi. a un peu de. c'est- Moi, j'aime. Enfin, je suis pas trop fan dans le sens où la défense, c'est vraiment. Faut pas trop qu'elle bouge, quoi. Faut que ce soit très proche du cercle, mais la mobilité, c'est plus trop ça, de ce que j'ai compris. En plus, moi, j'ai pas suivi hein, au début la WNBA, mais c'était une top joueuse quand même à un moment donné. Mais là, on est plutôt en fin de carrière. D'ailleurs, tu le vois même en playoff, elle a pas beaucoup de temps de jeu. Hein. Elle est remplaçante. Hein. Et elle joue Ouais, 10 elle est pas minutes, titulaire, ouais, je c'est ce que crois j'allais dire. 10-15 minutes par match. C'est très peu, mais même là, le premier match face à Indiana, bah, elle se fait cibler sur pick and roll. Hein. En drop, tu vois que la mobilité, c'est plus trop ça. Donc, c'est un peu le problème de ce profil-là, quoi, on va dire. En tout cas, tout ce que je retiens du 6 d'Oscar, c'est que que Oscar est une joueuse comme Lexi Hull. Donc moi, ça me convient. Euh, Matt, du coup, je vais te laisser terminer avec le dernier choix de Ouais. cette draft. Ouais, alors moi, du coup, il me faut une joueuse qui est pas en playoff. Je vais prendre un peu une chouchou que j'aime bien. Mais en plus, je pense qu'il fitera bien dans l'effectif. Je vais prendre Sanya Rivers du Connecticut Sun, qui est une rookie, mais qui est vraiment la défense. Je trouve qu'elle est excellente. Ah ouais. C'est Ah ouais, ouais. gros playmaking défensif. Il y a même du dépassement de fonction. Il y a de la protection d'arceau. Enfin, c'est un peu le profil défensif que j'adore. Elle est même, tu vois, cette saison, je vois, elle est à 3% quasiment de steal percentage, 3% de block percentage. Même le shoot à 3 points, il est pas si mal. Elle est à 34%. Bon, le volume est pas si gros, trois shoots par match, mais il y a un potentiel à aller gratter, je trouve, sur cette joueuse. Et moi, c'est vraiment la défense, je trouve, la défense est vraiment très positive. Donc, ouais, je trouve que ça complète bien du coup l'effectif que j'ai, qui a à la fois du spacing, de la défense, de la création. Donc, voilà. Parfait. Et bah, je propose qu'on fasse tous un récap chacun notre tour de nos 5, enfin de nos 6 plutôt, avant de pouvoir passer à la conclusion de cet épisode. Du coup, Matt, je te laisse commencer. Ouais, alors du coup, en choix 1, j'avais pris Nafissa Collier. En choix 2, j'avais pris Cameron Brink avec Sabrina Ionescu, Ryan Howard et Sanya Rivers, je crois que j'oublie personne. Et Si, Monica Monica Kouamakani, Kouamakani. voilà. Ouais, alors moi de mon côté, j'ai un backcourt composé de Paige Buckers et Leila Lacan. Ensuite, ma poste 3 n'est autre que Cecilia Zandalazini. Au poste 4, Angel Reese. Et ensuite, Britney Greitner dans la raquette. Et ma sixième homme n'est autre que Lexi Hull. Et de mon côté, c'est Caitlin Clark, Alicia Gray, Sonia Citron, Alana Smith, Jonquel Jones et Bria Hartley sur le banc. Et enfin, Greg. Eja Wilson, Alyssa Thomas, Kelsey Plum, Gabby Williams, Veronica Burton et Anissa Moreau. Je suis très content de mon équipe. Ouais, du coup, j'ai envie de poser une question là. Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage? Est-ce qu'il y a une équipe qui semble être vraiment meilleure que les autres, Oscar? Est-ce que tu vois une favorite parmi ces équipes? Bah, je pense que je continue sur la lancée de ce que disait Greg. C'est vraiment l'équipe de maths qui, je pense, dès le début, est quand même nous sort une bonne. Ouais. Voilà, je pense qu'on là, on est. Je vais pas faire de pronostic, mais je pense que celle de maths va. Elle présente bien. Après, je pense que on est sur une draft qui, que je pense, en termes là de niveau, elle est assez homogène dans les 5 qu'on a composés. Je pense que, alors je laisserai les autres me dire, mais je pense que chacun de nos 5 peut poser des 5 enfin, peut poser des problèmes à celui des autres sur plein d'aspects. Mais après, moi, je donne avantage à Matt, mais après, peut-être qu'il y a une analyse plus poussée à faire de la part de Greg. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Greg? Bah, c'est-à-dire qu'on va pas marquer beaucoup de points Ouais, contre c'est ça le l'équipe de problème. Matt. Parce que le mec, au dernier tour, il prend Sanya Rivers, qui est une des meilleures défenseuses extérieures de la ligue.
juste avant, tu as Ryan Howard, qui est une des meilleures défenseuses extérieures de la ligue. Monica Kwamakani, qui est une des meilleures défenseuses extérieures de la ligue. Et il n'y a vraiment que Sabrina Ionescu sur laquelle on peut attaquer. Mais bon, ça va tellement couvrir. Parce qu'il y a Cameron Brink dans la raquette avec Nafisa Collier. Enfin, c'est compliqué de marquer là. C'est compliqué. Je pense que peut-être que l'équipe qui a le plus de chances de marquer face à l'équipe de Matt, c'est peut-être l'équipe d'Enzo, parce que c'est un 5-out et du coup, ça va étirer la raquette et empêcher Cameron Brink vraiment de régner dans la peinture totalement. Mais bon, Cameron Brink, elle est aussi à l'aise à l'extérieur, c'est ça le problème, quoi. Et puis après, sur la mienne, bon, j'ai une scoreuse implacable qui est Adja Wilson, mais malheureusement, on a trop peu vu jouer Adja Wilson contre Cameron Brink. Ça va être des match-ups individuels très intéressants à suivre dans les saisons prochaines. Et après, ben, moi, j'ai du playmaking et du playmaking et du playmaking. Donc, c'est toujours intéressant de faire circuler la balle. Et j'ai quand même des scoreuses. Kelsey Plum, ça score. Adja Wilson aussi. Veronica Burton, ça peut scorer aussi. Donc voilà, non, je pense que Matt, sur le papier, en tout cas sur la théorie, rien que par la défense, ça fait quand même un peu mal, quoi. Matt, t'en penses quoi? Ouais, bah, moi, la tienne, celle d'Enzo, j'aime bien quand même, parce que il y a quand même du spacing. Peut-être après, là où, ouais, peut-être un petit manque de défense extérieure. Et bah, là, on a senti quoi sur ta sixième joueuse, tu manquais d'options. Donc, du coup, tu t'es un peu mis sur un choix par défaut. Ça me fait un peu penser à ma draft chez Dunkebdo où j'étais un peu dans le même cas, j'étais complètement coincé. J'ai fait un choix que j'ai pas trop aimé au final. Mais en tout cas, Tu restais mon favori dans la draft d'Unkebdo en tout cas. Ah ouais. Ouais, Ouais, mais je c'était le t'avoue, 5 mon que je préférais. sixième homme, il me restait une équipe, puis un choix de salary cap. Mais bah ouais, c'est tout le problème des fois de la draft. Non, en vrai, je pense qu'on a tous des équipes un peu sympas quand même. Mais ouais, non, non, on a tous des équipes bien en vrai, je trouve. Je vais vous rappeler comment voter. À vous, les auditeurs. Déjà, il y a plusieurs manières. Il y a les commentaires si vous nous écoutez sur Spotify, où normalement, j'ai fait ce qu'il fallait pour activer les commentaires. Il y a aussi les commentaires de YouTube. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez voter pour votre équipe favorite. Et puis, il y a un sondage qu'on poste généralement 2-3 jours en général. Sur le compte Twitter de La Relève Basket, avec un vote parmi les 4 équipes présentes ce soir. Merci à vous les gars d'être venus, c'était vraiment top. Grégoire, Matt, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour cet épisode? Non, bah, c'était très cool de venir faire cet épisode avec vous. Moi, les drafts, j'adore. Non, c'est top. Même quand on me prend mes joueurs, mes joueurs ou mes joueuses, bref, c'est pas Désolé. grave. Je kiffe quand même l'exercice. Ouais, C'est c'est un très vrai cool. braquage. Et puis, bon courage avec votre podcast. Et puis, on va relayer les sondages et suivre les votes, quoi. Ouais, bah merci en tout cas de l'invitation. Et ouais, c'était cool. C'est un format qui est cool en plus, franchement, de l'avoir adapté pour la WNBA, c'était une bonne idée, parce que c'est vrai que pour la NBA, c'était sympa à faire, et je trouve que c'est bien, ça permet de discuter aussi à la fois des profils des joueuses, et puis de se creuser un peu la tête. Ce qui serait intéressant pour la prochaine, ce serait que, déjà qu'il y ait un peu plus d'équipes. Déjà, c'est cool qu'il y aura une draft d'expansion, parce qu'au moins il y aura plus d'équipes. Mais si on peut mettre, tu vois, s'il y a plus d'équipes, qu'on peut mettre en place un petit salary cap, tout ça, je Ouais, pense qu'il y a tu moyen tiens ton salary cap. d'étoffer le sujet. Non, mais c'est vrai que je pense que il y a vraiment moyen de faire un truc sympa. Ouais. Ah, on Et bah, attend de la toute série. façon, c'est quoi? C'est Toronto qui arrive l'année prochaine, Portland l'année Et d'après, ouais, et après c'est non, Cleveland et Détroit, c'est ça? t'as Toronto et Portland qui arrivent les deux en même temps l'année prochaine. Et OK. après, je crois que c'est une par année, hein. Il me semble t'as Cleveland, Et après il y et a je sais qu'il y a Détroit. Philadelphie en 2030, et il y a Détroit effectivement entre-temps. Ouais. OK. Bon, parfait. Bon, en tout cas, on en refera une à plein. En tout cas, on ramènera d'autres passionnés de WNBA avec, une fois que la ligue aura grandi. Si vous voulez suivre nos invités du jour, je ne peux que vous conseiller leur compte Twitter du coup de Greg et c'est Ilmatic sur Twitter
qui balance plein d'analyses imagées, etc., que ce soit sur la WNBA, mais aussi sur la NBA, qui sont vraiment très cool. Et puis aussi leur podcast W sur YouTube pour Greg, et puis Matt qui va terminer le projet Dunk Hebdo. Du coup, je crois qu'il reste 2 épisodes, si j'ai bien compris, le Ouais, dernier c'est puis ça, ouais. H20 et puis un épisode final. Ouais, exactement, ouais. C'est ça, ouais. Il reste 3e épisode du DH20 et puis ensuite ce sera le podcast de fin, ouais. Parfait. Et puis le podcast 76 sur l'actualité Oui. des Sixers. Ouais, exact, ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti d'épisode parce que il s'est pas passé grand-chose, hein, dans l'été des Sixers. En fait, moi j'attends la re-signature de Quentin Grimes qui arrive pas. J'espère que ça va arriver parce que là, ça commence à faire long. Mais je m'étais dit je ferai un récap quand il y aura sa re-signature, mais bon, visiblement, ils ont pas l'air d'être pressés, hein. Bah, nous, on a un nouvel épisode de Valley Hoop, le podcast des fans des Suns, qui arrive dans quelques jours. Là. Ils ont enregistré aujourd'hui, mes camarades. Mais 76 et Valley Hoop, même combat. les, C'est clair. les podcasts des franchises où les projets sont Ouais. obscurs. Mais on y croit. Je me suis penché un peu sur le profil de Trendon Watford là, sur ces derniers jours qui arrive à Philly cette année. Et ouais, j'ai vraiment kiffé, donc j'ai vraiment hâte de le voir du côté de Philly. Enfin, c'est pas le sujet. Merci à Oscar aussi, le co-host traditionnel. Merci à toi pour cette draft, c'était très cool. On Avec verra bien plaisir. si tu sors enfin de ta léthargie de la dernière place. Eh bien, avec plaisir et surtout n'hésitez pas à voter. Merci aux invités pour leur présence et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles drafts, bien sûr. Et bon, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde et puis à bientôt. Ciao, ciao. Salut! Ciao. Ciao.